Ok, bon, bah, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Euh, on va commencer ce semestre avec à nouveau les cours par distanciel. Euh, donc je vais essayer de faire ce que je peux pour faire une prestation correcte. Euh, pendant que je suis en train de... Voilà, bon écoute, je vais démarrer et puis on va voir comment ça marche, hein. Euh, Ok, d'abord il faut que je partage mon écran là. Voilà, je vais partager ça. Ok, tout le monde voit ça? Je suis sûr que oui. Bizarre, donc il veut plus me montrer le chat. Génial ça. Et je peux plus. Attends, mais c'est incroyable ça. Ok, ça marche mieux. Ok, bon bah ça c'est nouveau, donc je peux plus voir le chat avec en même temps que je partage l'écran. Bon, je vais devoir. Ok, bon, moi je vais commencer quand même. Donc sachez que si vous tapez des trucs, je ne peux pas les voir, donc il va falloir me dire. Ok, donc euh, on démarre cette année 2021 avec le cours de virologie, mycologie et parasitologie. Et comme tous les ans, vous allez avoir droit à 7 CM sur la virologie proposée par moi-même. 3 cours de parasitologie par Madame Alvarez de la faculté de pharmacie et 5 cours de mycologie par Madame Mouratou. Donc on y va très très fort pour les intervenants étrangers. On n'a même pas un seul vrai français dans le lot là pour les cours de viro. Donc ça c'est pour les CM. Pour les TD, c'est axé sur les présentations d'articles sur la virologie, parasitologie et mycologie. Bon, je compte ça comme 4 heures de distanciel, mais en réalité c'est beaucoup plus de travail que ça. Alors ces présentations sont programmées à partir de la semaine 11, il me semble, peut-être la semaine 10, mais il me semble que c'est la semaine 11. Donc on espère qu'on ne sera plus en confinement à ce moment-là. Auquel cas on pourra se réunir pour écouter vos topos. Si on est toujours obligé à faire des TD en distanciel, bien sûr, on va le faire par Zoom comme aujourd'hui. Juste un petit mot sur les TD. Donc, si vous allez sur la page Madoc de l'UE, je peux vous basculer ça. Vous voyez mon browser là. Normalement oui, si vous voyez ça. Donc si vous descendez sur la page Madoc de l'UE, vous allez sur la partie TD, vous avez ces documents là, le mode d'emploi du TD que vous devez charger et ouvrir. Donc ça vous donne des infos sur ce qui est attendu sur les TD, d'accord. Donc l'idée c'est que par binôme vous choisissez un sujet biblio et que depuis entre fin janvier et semaine 11, vous et votre binôme vous travaillez sur le sujet biblio pour présenter un topo, disons, plutôt de 10 à 15 minutes, peut-être pas 15 à 20, 10 à 15 minutes de topo, parce qu'il va falloir caser 3 topos par créneau de TD. Donc c'est un peu moins de 30 minutes par personne, par binôme. Donc si c'est 15 minutes de topo et 10 minutes de questions, ça marche quoi. Et pas plus de 15 minutes de topo s'il vous plaît. Alors,
l'idée c'est que je sais qu'en biochimie vous avez fait des analyses d'un article, donc cette fois-ci chaque sujet biblio c'est avec deux ou trois références qu'il faut lire, et il faudrait faire un effort un petit peu de synthèse pour sortir ce qui sont les éléments les plus importants de ces différents sujets biblio. Et pour vous donner quelques indices, donc j'ai ajouté les éléments à présenter pour chaque sujet biblio. Okay, donc j'ai ajouté cette année quelques sujets SARS-CoV-2 pour mettre des choses un petit peu d'actualité. D'accord. Donc vous regarderez les différents sujets proposés, et ce qu'il faudrait faire en ce moment-là, quand vous avez choisi, c'est de vous connecter sur le dossier sur le UN Cloud qui est ici. Donc, normalement, ce lien va fonctionner. Donc vous ouvrez dans OnlyOffice et vous verrez le tableur. Donc là, on a les différents sujets qui sont proposés par groupe TD, et normalement, j'ai copié tous vos noms sur le côté ici. Donc l'idée ici, c'est que quand vous choisissez un sujet biblio, vous prenez votre nom d'ici et vous le mettez là-bas. Et comme ça, sur la colonne ici, je vais voir des gens qui restent, qui n'ont pas encore choisi de biblio. Si quelqu'un traîne pour faire quelque chose, je vais pouvoir vous relancer à la fin du mois. Donc du coup, l'idée c'est de enlever votre nom une fois que c'est par là, n'est-ce pas? Ok, bien pour Maxence Boulot, d'accord. Donc comme ça, tout le monde va voir quels sont les sujets biblio qui sont disponibles, et ça permet d'éviter d'être en doublon sur le même sujet. Et soyez sympa, s'il y a quelqu'un qui a déjà choisi un sujet, vous verrez pas son nom pour mettre le vôtre, s'il vous plaît. Donc il faut respecter un petit peu, ok, c'est le premier arrivé, premier servi, quoi. D'accord. Donc ça c'est pour les TD. Alors pour les TP, vous allez avoir 3 séances, donc 10 heures de TP. Une séance de 2 heures pour démarrer les infections par les baculovirus recombinants, 2 autres séances pour compléter les manips. Une chose qu'on est en train de voir avec les techniciens, c'est si on peut faire un test qPCR coronavirus sur les salives pour tout le monde. Donc je pense qu'on pourra faire ça, et ce sera un truc en plus à faire dans les TP. Également, on a un petit peu de mycologie, parasitologie, avec des travaux d'identification de parasites de micromycètes au microscope. Un truc que l'on fait aussi pour ça, c'est vous allez avoir une analyse statistique des résultats du groupe à faire. Donc soyez prêts à appliquer un peu vos connaissances en statistique pour le compte rendu. Alors pour l'évaluation du module, donc on a forte COEF pour l'examen qui traite uniquement de ce qui est vu en cours. Les travaux de TD, la présentation des questions posées en TD et le résumé écrit, ça va être un COEF 0,3. Et le compte rendu TP, COEF 0,2. D'accord. Donc est-ce qu'on est OK pour le programme et les MCC, les COEF, tout le monde est OK avec ça? Non? Qu'est-ce que je peux dire de plus? OK. Si vous avez des questions, vous mettez ça par mail, ou on discutera le début de la prochaine cours. Ok, donc du coup, je vais démarrer avec les cours de viro. Donc ça, c'est le programme de ces cours. Donc on commence avec des éléments sur la structure et classification de virus, les techniques de base en virologie. Et ensuite, pour les CM2 à 5,
l'objectif, c'est de regarder plus en détail sur les mécanismes moléculaires employés par des virus pour effectuer les différentes étapes du cycle de réplication virale. Donc ça ne sera pas organisé par virus A, virus B, virus C, etc. On va voir ça plutôt par étape du cycle de réplication, illustré par des exemples qui viennent de 2 ou 3 virus différents. Et évidemment, je suis en train de rajouter des trucs coronavirus un petit peu partout là-dedans, donc je vais les compléter au fur et à mesure et mettre le PDF sur ma doc la veille du cours. Et sur le dernier cours, on va faire un point sur les pathologies virales et le dernier cours sur les virus des plantes. Donc aujourd'hui, ce matin, on va démarrer par la définition et la classification des virus. On regardera la structure des particules virales. Ensuite, les techniques de production, détection et quantification de virus. Et si on a le temps, ce que je doute, on regardera la technique de génétique inverse, qui est très importante pour analyser les fonctions de différentes variantes et différents gènes viraux. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur la définition de ce que c'est qu'un virus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu l'année dernière en microbio. Donc, qui sont les caractéristiques proposées par André Lvov dans les années 50 pour définir ce que c'est ou les caractéristiques d'un virus, pour un petit peu mettre en relief les différences entre cellules et virus. Donc pour André Lvov, les particules virales étaient des agents infectieux d'une petite taille avec un diamètre inférieur à 250 nanomètres. Tous les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires qui sont dépendantes de la cellule infectée pour générer de l'énergie métabolique et pour synthétiser les protéines virales. Les particules virales ne vont pas se diviser ou se répliquer par division binaire, c'est tout à fait autre chose. Et quand on regarde bien dans une particule virale, on trouve un seul type, en règle générale, on trouve un seul type d'acide nucléique, soit l'ADN, soit l'ARN, mais pas les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent comparé à n'importe quel type de cellule. En n'importe quelle cellule, le génome est en ADN et la cellule va comprendre également des ARN ribosomaux, des ARN de transfert et des ARN messagers. Donc ça, c'est pas ce qu'on trouve à l'intérieur d'une particule virale. On trouve de façon générale uniquement le génome, qui peut être soit en ARN, soit en ADN. Et donc cette histoire de ADN, ARN ribosomal, ribosomial, comme j'ai noté ici, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la distinction entre virus et cellules. Jusqu'à présent, même dans les génomes viraux les plus grands, avec plus de 1 million de paires de bases, des milliers de gènes codés sur le génome viral, on n'a pas trouvé un virus qui code pour les ARN 50S et 30S du ribosome. Et c'est une différence tellement fondamentale que un microbiologiste à l'Institut Pasteur, Patrick Forter, qui s'intéresse au phénomène d'évolution du monde vivant et des microbes, il a proposé que l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'une sorte de lutte sans fin entre deux types de génomes, des génomes avec ribosomes, qui sont des cellules, et des génomes sans ribosomes, qui sont les virus. Donc nous, on est tout le temps en train d'éliminer les virus, et les virus sont tout le temps en train de nous parasiter. Ok, donc pour la première caractéristique de nos virus, de particules virales, de particules de petite taille, ça c'est vrai pour la grande majorité des virus, mais il y a des exceptions.
Donc ici j'ai essayé d'illustrer les extrêmes du monde viral, avec à gauche les Cercoviaridae, qui sont presque les particules virales, les génomes viraux les plus petits que l'on connaisse, avec cette petite pointe là qui illustre une particule virale d'un cercovirus. Donc ce sont des petits virus à ADN simplement circulaire, avec un génome qui est moins de 2 kilobases de longueur, qui code uniquement pour 2 cadres ouverts de lecture, donc il code pour 2 protéines. Et ça, c'est vraiment le strict minimum pour n'importe quel virus. Il y a une protéine qui code pour, enfin, un gène qui code pour la protéine de capside, qui permet de former la particule virale, et un gène qui code pour une protéine qui aide à la réplication du génome. Donc ça, c'est le strict minimum pour n'importe quel virus. Un élément de structure, une protéine de capside et une protéine qui va permettre de répliquer le génome. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum. Donc une protéine dans la capside. En comparaison, on a les virus les plus grands, les plus complexes. Ce sont ces virus géants avec des génomes en ADN double 1, avec des génomes ici chez les panderovirus, un génome de 2,5 mégabases de longueur qui code pour 2500 protéines, donc 2500 cadres ouverts de lecture environ. La particule virale est d'une forme un peu bizarroïde, une forme d'ampoule, avec une particule qui est 1 micron de longueur et 500 nanomètres de diamètre. Donc cela dépasse la limite proposée par André Leboeuf dans les années 50. Et on trouve à peu près plus d'une centaine de protéines différentes à l'intérieur de cette particule virale. Donc ça, c'est un peu les extrêmes du monde viral. Et une chose à ne pas oublier, c'est qu'il n'y a aucune relation entre la complexité de la particule virale ou le génome viral et la complexité de l'organisme qui est infecté par le virus. Donc tous ces virus géants infectent des amibes principalement, donc des eucaryotes unicellulaires, tandis que les Cercoviaridae, il y en a certains, le PCV2 par exemple, ça infecte des porcs et provoque des maladies qui sont dangereux dans les élevages. Donc tout petit virus, génome très très simple, peut infecter un organisme multicellulaire complexe. Ok, donc on a des milliers de différents types de virus, et comme pour n'importe quel organisme du vivant, on a une classification qui est gérée par le ICTV, qui est the International Committee on Taxonomy of Viruses. Et l'objectif de l'ICTV est d'abord, quand quelqu'un découvre ou décrit un virus, il va soumettre la description du virus à l'ICTV, et l'ICTV va dire voilà, est-ce que si vous avez découvert oui ou non un nouveau virus, ou si en fait c'est juste une variante d'une espèce existante. Donc l'ICTV, c'est un peu le comité qui décide si vous avez découvert le Nantes University Virus ou pas, quoi. Donc ça, c'est déterminer si telle ou telle souche est une nouvelle espèce ou pas. Et aussi, il y a un travail taxonomique qui est d'essayer de classer tous les virus, toutes les séquences au sein d'une espèce virale, toutes les espèces au sein d'un genre, des genres au sein d'une famille, etc. Et jusqu'en 2011, ou même peut-être plus récemment jusqu'en 2018, on allait jusqu'au niveau de l'ordre chez les virus, et on n'avait pas vraiment de regroupement à des niveaux hiérarchiques plus supérieurs. Mais ça, c'est quelque chose de relativement récent. Il y a un grand effort d'essayer de regrouper les différents ordres de virus dans des regroupements de plus en plus énormes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau avec les riboviria, qui sont des virus ARN avec des royaumes, phylums, classes, etc.
Alors, pour ça, pour la nomenclature des virus, des choses à retenir, c'est que le nom de l'espèce, ça va être quelque chose, virus, avec virus en un mot à part. Le genre, ça va être un nom avec première partie et puis virus, et cette fois-ci tout attaché. La famille, ça va être Viridae à la fin, et l'ordre, ça va être viral. Ensuite, classe Viricet, phylum Viricota, et royaume Virae. Donc ça, c'est un formalisme que tout le monde est censé suivre. Donc le virus de syncytium respiratoire humain, ça fait partie du genre pneumovirus, qui fait partie des Paramyxoviridae, qui fait partie de l'ordre des mononégavirales. Donc ceci dit, l'emboîtement des niveaux hiérarchiques n'est pas possible pour tous les virus, donc il reste encore 24 familles et 3 genres qui ne sont pas classés dans une catégorie supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part il n'y a pas de Luca virus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancêtre unique, universel pour l'ensemble des virus. Et ça c'est différent parce qu'il y a un Luca cellulaire. C'est-à-dire que tous les organismes sur la planète descendent d'un ancêtre commun à un moment donné. Ça, c'est pas vrai pour les virus. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs origines distinctes pour les grandes classes de virus. Okay, donc ça, c'est la classification de l'ICTV. Une autre chose qui est très répandue, c'est la classification de Baltimore. Donc ça, c'est quelque chose qui était proposé par David Baltimore dans les années 1960. Et lui, ce qu'il a proposé, c'était que pour comprendre comment les virus se répliquent, ce qui est important de faire, c'est de les classer par type d'acide nucléique. Donc il a dit, voilà, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de distinguer les virus avec un génome en ADN et les distinguer des virus avec un génome en ARN. Et chez les virus à ADN, moi, David Baltimore, je vais distinguer les virus avec un génome en ADN double brun des virus avec un génome en ADN simple brun. Donc ça, c'est la classe 1 et la classe 2. Chez les virus à ARN, bon, elle a commencé à faire la même chose. Les virus avec un génome en ARN double brun, ça c'est la classe 3 de Baltimore. Et pour les virus ARN simple brun, il a distingué deux cas différents. Les virus avec un génome en ARN brun plus le génome viral, l'ARN génomique viral code directement pour des protéines. Et ça, ce sont les virus d'ARN classe 4, tandis que les virus ARN simple brun qui sont brun moins, c'est-à-dire que l'ARN génomique viral ne code pas directement pour des protéines, ça va être la classe 5 des virus ARN simple brun. Donc initialement, David Baltimore, il avait défini ces classes 1, 2, 3, 4 et 5, et on sait que voilà, c'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui était possible, jusqu'à la découverte au début des années 1970 des rétrovirus, c'est-à-dire des virus avec un génome en ARN dans la particule virale, mais qui se répliquent via un intermédiaire en ADN. Donc ces virus-là codent pour une transcriptase inverse qui permettent de retranscrire l'ARN en ADN double 1. Donc ça, c'est une grande découverte qui a valu le prix Nobel à David Baltimore et à Howard Temin. Et donc ça, c'est la classe 6 des virus, les rétrovirus. Et quelque part, l'inverse existe également. Donc il existe des virus avec un génome en ADN dans la particule qui se répliquent via un intermédiaire en ARN. Donc ça, c'est la classe 7 de Baltimore. Et des fois, on les regroupe, la classe 6 et la classe 7, dans ce qu'on appelle les virus à rétrotranscription, parce que dans les deux cas, ces deux types de virus doivent coder pour une transcriptase inverse, capable de transcrire l'ARN en ADN. Donc la classe
la classification de Baltimore, c'est très important et très utile pour comprendre comment les virus se répliquent. Mais ce n'est pas une classification phylogénétique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que deux virus à ADN sont dans la classe 1 de Baltimore qu'ils possèdent ou qu'ils possédaient un ancêtre commun à un certain moment. Ça veut juste dire qu'ils partagent ce caractère génome en ADN double 1. D'accord? Donc c'est pas une classification phylogénétique. Donc néanmoins c'est quelque chose de très utile et c'est la classification qui est proposée par ce site web que je recommande vivement, le ViralZone, qui est un excellent site web pour trouver toutes les informations sur la structure des particules virales et des génomes viraux. D'accord? Donc sur le ViralZone, on peut voir que il classe en virus à ADN, virus à ARN et les virus à rétrotranscription avec les différents groupes ici qui correspondent aux différentes classes de Baltimore 1, 2, 3, 4, 5 et les virus à transcription inverse, et il y a une petite boîte là pour les viroïdes qu'on verra sont des choses qui infectent des plantes. Donc ViralZone, je recommande pour toutes les informations de base qui vont vous aider pour vous préparer vos topo. Ok, je vais avancer sur la structure des particules virales maintenant. Ok, ah non, petite question, allez, moi je vais vous poser un col là. Donc, juste pour voir si vous pouvez utiliser ça. Est-ce que vous pouvez aller chercher, faire un petit tour sur le ICTV et me dire dans quel ordre se trouvent les coronavirus? D'accord, vous pouvez faire ça? Et d'ici là, je vais essayer de trouver le, le chat, si je peux le voir. Je peux pas le voir. Incroyable. Ah si. Ok, je peux cliquer dessus, mais il ne me l'affiche pas. Bizarrement. Ah si, je dois. Ok, j'ouvre le chat. Ouais, ok. Ok, donc la réponse arrive sur le chat, donc vous avez bien trouvé, ce fait partie des nidovirales, oui. Exact. Ok, donc... ok, pas de binôme en dehors des groupes. C'est déjà suffisamment compliqué à organiser comme ça, donc tout le monde est tenu à respecter les groupes qui sont donnés par l'administration, s'il vous plaît. Ok, donc on va revenir sur le cours. Où est-ce qu'on j'en étais? Oui, ok, donc structure des particules virales. Donc les virus sont incroyablement petits, donc on ne peut pas les apercevoir en microscopie optique. Donc pour décrire la structure des particules virales, on a besoin d'utiliser des techniques plus poussées, soit la microscopie électronique à coloration négative. C'était la première technique qui permettait de visualiser des particules virales. Donc ça permet d'apercevoir la forme globale d'un virus. Si on veut avoir des informations plus précises à la résolution atomique, on peut utiliser la cristallographie en rayons X, soit pour obtenir la structure des particules virales entières en ce qui concerne des particules
des virus non enveloppés, c'est-à-dire des virus nus, ou alors on peut obtenir la structure à résolution atomique des protéines virales individuelles. D'accord, donc ça c'est l'hémagglutinine du virus de la grippe en structure cristallo à rayon X. Alors pour les virus enveloppés, la plupart du temps on ne peut pas obtenir la structure de la particule virale par cristallo, et ce que l'on peut faire, c'est utiliser la cryomicroscopie électronique. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va congeler très rapidement une suspension de particules virales purifiées en une couche fine, et cette couche fine, on va le mettre en rotation devant une source d'électrons pour prendre des images à différents angles, et avec la prise de vue sur différents axes de rotation des particules virales prises dans la couche de glace, on peut reconstituer la structure en 3 dimensions de la particule virale. D'accord, donc ça c'est une petite vidéo là, donc avec les différents jeux d'images, on peut reconstituer la structure en 3 dimensions de la particule virale. Donc ça, ce sont des particules du VIH avec leur structure très particulière, donc avec l'enveloppe en bleu, la capside qui a une forme un peu conique en rouge, et les protéines de matrice entre la capside et l'enveloppe qui sont coloriées en jaune. Donc on a ces techniques là pour obtenir des informations de structure à propos des virus. Alors, qu'est-ce que l'on a chez les virus? Bon, la première distinction en termes de structure, c'est la distinction entre les virus non enveloppés ou nus, qui sont constitués uniquement du génome en acide nucléique à l'intérieur, entouré d'une couche de protéines qu'on appelle la capside. Côté de ça, on a des virus enveloppés, et là on a la nucléocapside à l'intérieur et une enveloppe qui est une bicouche lipidique à l'extérieur. Et dans l'enveloppe, on trouve toujours des glycoprotéines d'enveloppe du virus. Alors pour les virus nus, on a 2 types de symétrie de capsides, des capsides à symétrie hélicoïdale qui forment des capsides en bâtonnet ou en filament, et des capsides à symétrie icosahèdrique qui forment des capsides, qui ont une forme sphérique. Et chez les bactériophages, on a un petit peu ces 2 éléments de structure qui sont associés. Donc les virus enveloppés, ce qu'on appelle des virus enveloppés simples, on a un de ces 2 types de capsides entourés d'une enveloppe. Donc là, ce sont des Rhabdoviridae, le virus du stomatite vésiculaire ici, avec une nucléocapside hélicoïdale entourée d'une enveloppe. Et on a des virus complexes qui sont des virus enveloppés avec une structure qui ne correspond pas vraiment à l'un de ces 2 cas de figure. Donc par exemple les pandoravirus qu'on a vu tout à l'heure, ça on va dire que c'est une particule virale de structure complexe. Alors donc tout ça, ce sont des images en microscopie électronique, et ça c'était quelque chose de très utile pour identifier les différentes espèces de virus. Et de nombreuses familles de virus ont été définies et nommées grâce à leurs caractéristiques et leur morphologie en microscopie électronique. Donc les Arenaviridae apparemment ont un aspect un peu sablé à l'intérieur. Les Coronaviridae, donc, avec un aspect de couronne de la protéine de spicule à l'extérieur de la particule virale, la Caliciviridae, etc. Donc technique très utile pour la description et classification de virus dans les années 50-60. Alors, quelles sont les protéines virales que l'on retrouve? Donc, je suis un peu embêté là parce que j'ai refait cette diapo, il me redonne l'ancienne. Bon, peu importe. Donc, chez des virus
nul. Tout ce que l'on a, c'est une capside. Donc on a le génome à l'intérieur et les protéines de capside à l'extérieur. Et dans ce cas-là, la fonction primordiale de la capside, c'est de protéger le génome viral. Chez les virus nus, une deuxième fonction, c'est de médier l'attachement et l'entrée des virus dans la cellule hôte. Alors ça, c'est pas une fonction de la nucléocapside chez les virus enveloppés, parce que si on regarde la structure des virus enveloppés, on voit qu'on a la capside ou la nucléocapside à l'intérieur, ici pour un herpès virus, ici pour un rhabdovirus. Et du coup, la protéine de capside n'est pas à l'extérieur de la particule virale. Donc les protéines ici ne peuvent pas interagir avec les récepteurs de la cellule hôte. Donc les protéines de capside chez un virus enveloppé ne sont pas impliquées dans l'attachement et l'entrée du virus. Ça, c'est la fonction des glycoprotéines d'enveloppe chez des virus enveloppés. D'accord? Parce que ce sont ces protéines-là qui se trouvent à l'extérieur de la particule virale et qui peuvent interagir avec des protéines de la cellule hôte. D'accord? Donc n'importe quel, tous les virus enveloppés doivent coder pour au minimum une glycoprotéine de surface, parce que cette fonction d'attachement et d'entrée dans la cellule hôte, c'est une fonction essentielle pour n'importe quel virus. Une autre chose que l'on retrouve chez les virus enveloppés, ce sont des couches de protéines entre la nucléocapside et l'enveloppe. Donc ici, en orange, chez cette image, ou ici, les petites couches de protéines entre la nucléocapside et l'enveloppe chez les rhabdovirus. Et ce qu'on appelle, on les appelle donc des protéines de matrice ou de tégument. Ces protéines-là peuvent avoir deux fonctions, soit une fonction structurale, c'est-à-dire qu'elles font la liaison entre la nucléocapside et l'enveloppe, et ça sert à coller tout ensemble pour garantir l'intégrité structurale de la particule virale, pour la stabiliser. Ou alors, des fois, les protéines de matrice ou les protéines du tégument peuvent agir sur des cellules hôtes immédiatement après l'entrée du virus. Ça, c'est typiquement le cas chez les protéines du tégument, chez les herpès virus. Ce qui se passe lors de l'entrée des herpès virus, c'est la fusion de l'enveloppe virale colorée en bleu ici, avec la membrane plasmique de la cellule, et du coup, la nucléocapside va rentrer dans le cytosol, et les protéines de tégument vont également être libérées. Les protéines de tégument vont également être libérées dans le cytoplasme de la cellule infectée. Et du coup, ces protéines virales-là peuvent commencer à contourner les systèmes de défense antivirale de la cellule pour promouvoir leur application virale, même avant que les gènes viraux sont exprimés. Donc, fonction de base des protéines virales, la protéine du virion. Alors, pour les capsides, les deux architectures de base chez les capsides, ce sont des capsides à symétrie hélicoïdale ou à symétrie icosahèdrite. Et la fonction primordiale de la protéine de la capside, c'est de protéger l'acide nucléique du génome viral, qui sont des molécules qui sont susceptibles aux attaques enzymatiques et chimiques. Donc ce qu'il faut faire à la base pour une capside, c'est d'entourer l'acide nucléique et de le protéger physiquement des attaques chimiques ou enzymatiques. Et ce que je trouve moi comme la logique pour les nucléocapsides à symétrie hélicoïdale, c'est de constater que l'acide nucléique, c'est une longue molécule linéaire, et pour le protéger, ce que l'on peut faire, c'est de l'entourer avec de milliers de copies d'une seule protéine qui vont s'enrouler autour de l'acide nucléique. Et petit à petit, ça va former une structure allongée en filament ou en bâtonnet. Et l'exemple classique de cela, c'est le virus de mosaïque du tabac. Donc la protéine de capside toute seule va spontanément former cette structure en double anneau de protéines. Lorsque les anneaux interagissent avec l'ARN viral,
ça va décaler un des deux anneaux de protéines et ça va libérer une face libre, et c'est ce qui va permettre l'ajout de nouvelles copies de la protéine de capside ici. Mais une fois qu'on a rajouté une copie de protéine de capside, on aura toujours une face libre pour coller une autre. Donc petit à petit, on va rajouter des briques qui vont continuer à former une spirale, et ça va continuer jusqu'à ce que tout l'ARN viral est entouré de protéines de capside. Donc ça va donner cette forme de particules virales en bâtonnet. Donc les virus nus avec une capside à symétrie hélicoïdale sont relativement fréquentes chez les virus des plantes. Chez les virus des animaux, on retrouve des capsides à symétrie hélicoïdale uniquement chez des virus enveloppés. Donc des fois, la particule virale elle-même peut avoir une forme sphérique, mais à l'intérieur, on a une nucléocapside qui est filamenteuse. Ça, c'est le cas chez, par exemple, le virus de la rougeole ici. C'est aussi le cas chez les coronavirus, où on peut avoir une particule virale qui a elle-même une structure en bâtonnet. C'est le cas des filoviridae, donc comme le virus Ebola. Dans les deux cas, il s'agit de virus enveloppés, des virus des animaux. Alors pour les capsides icosahédriques, cette fois-ci, l'objectif de base est le même, c'est de entourer l'ADN ou l'ARN génomique viral pour le protéger. Mais cette fois-ci, les protéines de capside vont former un volume vide qui permettra de emballer et d'entourer l'acide nucléique. Donc ici, les différentes sous-unités coloriées, ce sont les différentes protéines de capside qu'on a vu coupées en deux. Et ces protéines-là forment un sphère creux, et l'acide nucléique est roulé en boule à l'intérieur ici. Alors, la façon la plus simple de former une structure sphérique, c'est d'avoir 60 copies d'une protéine unique, et ces 60 copies de la protéine vont former 20 faces triangulaires. Donc 3 copies de la protéine forment une face et 20 faces forment un icosèdre. Ou alors on va avoir 5 copies de la protéine qui forment un pentagone. Alors ça marche pour des petites particules virales, juste 60 copies de la même protéine. Mais si on veut fabriquer une particule virale plus grande, il faut rajouter plus de protéines pour produire les capsides avec des architectures de plus en plus complexes. Alors, pour illustrer ça, il faut faire un petit détour en géométrie et considérer les structures d'un icosèdre et d'un dodécaèdre. Donc comme j'ai dit, un icosèdre, c'est une structure tridimensionnelle avec 20 faces triangulaires. Et un dodécaèdre, c'est une structure avec 12 faces pentagonales. Et on peut les superposer. D'accord? Donc si on superpose les pentagones d'un dodécaèdre sur les triangles d'un icosèdre, on voit qu'à sur chaque sommet de l'icosèdre, on peut poser un pentagone. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si je veux fabriquer une structure sphérique, soit je peux mettre 12 pentagones, d'accord, c'est ce que j'ai ici, ou alors je peux mettre 12 pentagones plus un nombre croissant de hexagones. Donc là, si je place 12 pentagones et 20 hexagones, ça me donne ce type de structure. Je peux placer 120 hexagones, ça va me donner ce type de structure, ou alors je peux en placer encore plus. Donc à chaque fois que je mets plus d'hexagones, la structure devient de plus en plus grande. Mais on considère que l'ensemble de ces structures garde une symétrie icosèdrique. Pourquoi? Parce que les lignes en vert que l'on voit ici permettent de tracer des triangles.
et on a toujours 20 faces triangulaires dans toutes ces sutures approximativement sphériques. Et à chaque fois qu'on est sur le sommet d'un triangle, on trouve un pentagone. D'accord? Donc on peut former des sutures sphériques avec un assemblage de 12 pentagones plus un nombre croissant d'hexagones. Et ça, on le trouve dans plein de sutures, soit un ballon de foot, soit dans le Buckminster Fullerene, soit ici c'est un dôme géodésique à la Cité des Sciences à Paris. Et là, on voit qu'on a une suture composée de plein d'hexagones réguliers, mais de temps en temps, on a un pentagone ici. Et c'est nécessaire pour intégrer les pentagones, sinon il n'y aura pas de courbature pour fermer la suture. Et même ici, si on regarde bien, dans cette sculpture à la Cité interdite à Pékin, on a de temps en temps un pentagone qui s'insère parmi les hexagones, parce que sinon on ne peut pas plier la surface et former un sphère fermé. Donc il faut toujours intégrer 12 pentagones. Alors, pour caractériser les capsides virales icosahèdriques, les structuralistes utilisent ce qu'on appelle le numéro T. Et le numéro T résume la disposition relative des hexamères et des pentamères qui forment une capside. Donc, on a un nombre variable d'hexagones dans notre cas capside et 12 pentagones. Et à chaque pentagone va se retrouver au sommet de l'icosèdre. Donc, ce que l'on se demande, la question qu'on se pose, c'est combien d'hexagones faut-il traverser pour aller d'un pentagone, un sommet de l'icosèdre, vers l'autre sommet. Et donc, on va considérer qu'on a une sorte de lattice ou une matrice d'hexagones avec deux axes, l'axe K ici et l'axe H par là. Et on va compter le nombre de pas sur chaque axe qu'il nous faut pour aller d'un pentagone à l'autre pentagone. Donc ici, je vais faire 1, 2, 3, 4 pas sur l'axe K et 2 pas sur l'axe H. Et avec ces deux chiffres-là, je vais calculer le numéro T. Et T, c'est H au carré plus K au carré plus HK. Dans notre exemple ici, c'est 16 plus 8 plus 4, 28. Donc ça, c'est T égale 28. Ok, donc pourquoi ça c'est important? Parce que les particules virales icosahèdriques qui sont de plus en plus grandes intègrent de plus en plus d'hexagones et les particules deviennent de plus en plus grandes. Donc plus le numéro T est grande, plus notre capside icosahèdrique est grande et complexe. Et plus on peut intégrer d'acide nucléique à l'intérieur. Donc on a une assez bonne relation entre la taille de la particule, le numéro T, et la taille du génome. Sauf ici, par exemple. Là, on a des Picornaviridae, particules d'un diamètre de 27 à 30 nanomètres, avec un génome de 7 à 8 kilobases de longueur, tandis que les Epadnaviridae ont une capside un peu plus grande et un génome plus petit. Pourquoi? Réponse sur le chat, s'il vous plaît. Oui, simple point versus double point, exact. Ok, évidemment, donc chez les Epadnaviridae, on a des double points comme génome. Donc le double point, il prend 2 fois plus de place. C'est pour ça qu'on a un génome plus petit, mais avec une particule virale qui est à peu près la même taille. Donc si on tient en compte cet aspect simple point, double point, il y a une assez bonne relation entre la taille physique de la capside et la longueur du génome. Ok. Alors jusque là, on a considéré les
les hexagones et les pentagones qui forment des capsides comme des structures géométriques abstraites, mais en réalité il s'agit de protéines qui sont des objets physiques, et enfin, la particularité ou l'une des caractéristiques des protéines de capsides de virus, c'est la capacité de leurs protéines à s'assembler automatiquement en pentamère et en hexamère, et pour ces pentamères et hexamères de s'assembler ensemble. Donc cette capacité de former des pentamères et des hexamères réguliers est une fonction de la structure des protéines de capsides virales. Et un des domaines que l'on retrouve fréquemment chez des protéines de capsides virales, c'est le domaine beta barrel jelly roll, qui a été décrite pour la première fois, là maintenant ça commence à dater, c'était il y a 35 ans, lors de l'analyse de la structure des particules des Picornaviridae, c'est-à-dire comme le virus de la poliomyélite. Et là on a retrouvé que les trois protéines de capsides du virus, VP1, VP2 et VP3, avaient la même structure de base tridimensionnelle, et qui formait cette domaine beta barrel jelly roll, qui formait une sorte de structure trapézoïde rigide. Donc ça formait une sorte de brique, et 5 copies de VP1 s'assemblent pour former un pentamère, et 3 copies de VP2 et 3 copies de VP3 s'assemblent pour former un hexamère. Donc c'est cette association de domaine beta barrel jelly roll qui permet de donner les pentamères, donc c'est les pentagones qui vont se retrouver au sommet de notre icosaèdre, et les hexamères qui vont donner la structure hexagonale qui permet de former au centre de notre face triangulaire ici. Et donc le beta barrel jelly roll, c'est un repliement protéique que l'on retrouve uniquement dans les capsides virales. C'est une structure typiquement virale, ça. C'est pas présent chez toutes les capsides de structure icosaédrique, mais c'est présent chez de nombreux virus à capsides icosaèdres. Ok, là je pense que... Attends, j'ai viré un, il y avait une question là pour vous. J'avais viré, c'est pas possible ça. Attends, je vais arrêter le cours là, je vais retrouver le bon fichier. Parce qu'il me semble qu'il me manque un truc là. Ah oui, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que c'est pas bon. Ouais, on a déjà fait 1 heure, il est le temps de faire une pause. Donc je vais vous proposer une petite pause là, avec quelques questions. Ouais, ça va être ça. Ok, vous voyez ça là? Oui. Ok, donc ce que vous pouvez faire, vous scannez le code QR. Ça va vous mettre un lien sur une question sur Madoc, et vous pouvez envoyer votre réponse, et moi je vais voir si ça marche. Il faut que je démarre la question par contre. Donc, je vais faire ça, je vais voir la question. Ok, donc normalement ça marche, ça devrait marcher là. Donc, vous pouvez cliquer sur activer le code QR et m'envoyer les réponses.
Ok, j'ai une cinquantaine de réponses, donc je vais basculer ça ici pour commenter les résultats. Donc ça, c'est ce que vous avez envoyé, d'accord? Et il y a du bon et du mauvais là-dedans. Ok, donc la réponse 1, vous avez principalement raison. On peut éliminer les particules virales par filtration à 0,2 microns. Non, ça c'est faux, vous avez raison. Donc la plupart des particules virales sont plus petites que ça, donc ça va passer à travers le filtre. Ça c'est très utile quand on prépare des virus, donc souvent on passe par une première étape de filtration, on élimine toutes les cellules, toutes les bactéries que l'on peut avoir dans l'échantillon. Donc 1, non, on ne les élimine pas, les virus passent à travers le filtre. Alors 4, certaines particules virales sont plus grandes que certaines bactéries. Oui, ça c'est vrai. Okay, vous avez principalement la bonne réponse là pour ça. Les virus géants sont plus grands que des bactéries. On peut déterminer la structure d'une particule virale enveloppée par cristallographie aux rayons X. Normalement, la réponse est non. Dans l'immense majorité des cas, c'est pas possible ça. Parce que l'enveloppe virale n'est pas une structure régulière, c'est une bicouche lipidique qui est fluide avec des glycoprotéines d'enveloppe qui peuvent avoir des emplacements qui sont variables d'une particule à l'autre. Donc il y a certaines exceptions, mais dans la plupart du temps, la réponse ici c'est non. On ne peut pas déterminer la structure d'une particule virale enveloppée par cristallographie. C'est pour ça qu'il faut passer par la cryomicroscopie électronique pour la majorité des virus enveloppés. Et la réponse à la question 3, ça, j'ai pas parlé de ça pendant mon topo, mais vous pouvez trouver la réponse en mobilisant vos connaissances générales en biochimie. Et là, c'est pas la bonne réponse. Là, la proposition, c'est que les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Ça, c'est vrai, ça. Pourquoi c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut mettre ça sur le chat? Et mobilisez vos connaissances en biochimie pour expliquer pourquoi les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Ah, il n'y a pas de bonne réponse possible. Ah, ok. Ouais, voilà. Donc l'enveloppe lipidique est sensible aux détergents. Voilà, donc l'enveloppe sera solubilisée et du coup, toutes les glycoprotéines d'enveloppe vont partir et vont être détachées de la particule virale. Or, les glycoprotéines d'enveloppe, ce sont ces protéines-là qui permettent au virus de s'attacher à la cible et de rentrer dedans. D'accord? Donc, si on traite un virus enveloppé par des détergents, bon, on va enlever l'enveloppe, la capside à l'intérieur restera peut-être intacte, mais elle sera non infectieuse. D'accord? Et ça, c'est très important quand il s'agit de déterminer quel type de traitement chimique est suffisante pour décontaminer une surface. Pour des virus enveloppés comme le virus de la grippe, le SARS coronavirus, le SARS-CoV-2, ce sont des virus enveloppés. Donc un simple lavage des mains au savon, passage d'une surface au détergent, une solution, un gel hydroalcoolique, ça suffit pour inactiver les virus et les rendre non infectieuses. Or, pour certains virus nus, ils peuvent être extrêmement résistants. Par exemple, le virus de la fièvre afteuse qui infecte le bétail, ça, ce sont des particules qui sont extrêmement résistantes et un simple lavage au savon, à l'éthanol, ça ne suffit pas pour les inactiver. Il faut les passer à la javel et assez longtemps. D'accord, donc ça c'est un point important pour la résistance de différents types de particules virales. Ok, je vais repasser ça.
Et voilà, donc vous avez une autre question. Donc pour cette histoire de numéroter, donc je vais vous proposer de me donner quel est le numéro T de cette cape-ci. Donc pour cela, ce que vous devez faire, c'est de repérer il faut que j'active la question, repérer les sommets ou les pentagones et de calculer le numéro T à partir du nombre de pas qu'il faut prendre sur les deux axes H et K. Vous allez activer la question. Ok, bon bah j'ai 25 votes là. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors que dit le peuple? Le peuple dit 16, qui est la bonne réponse. D'accord. Donc pourquoi c'est la bonne réponse? Donc il faut repérer les pentamères. Donc j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un ici, et ça me donne une face triangulaire, d'accord, entre mes pentamères. Et cette fois-ci, j'ai un hexagone ici, un là, donc je dois prendre 1, 2, 3, 4 pas sur un axe et 0 pas sur l'autre axe. Donc mon calcul, si je dis que h est 4 et k est 0, donc j'ai h au carré qui est 16, plus 0, plus 0. Donc la réponse C est 16. Et c'est pas 25 parce que j'ai 1, 2, 3, 4 pas pour aller de là à là. Même si j'ai 5 trucs alignés, pour aller de là à là, c'est 1, 2, 3, 4 pas et pas 5 pas. C'est pour ça que c'est 16 et pas 25. Bon, allez, on va faire un autre comme ça, juste pour vous exercer. Cette particule-là, quel est son numéro K? Non, numéro T plutôt. Si je peux juste prendre le temps de démarrer la question. Et j'ai indiqué les pentamères qui sont sur les sommets par les points rouges là. Ouh, attends, mais j'ai pas donné. Ok, sorry, j'ai pas donné le. Ok, voilà la code.
ok, je vois pour quel est le problème. Ok, donc voilà vos réponses. Ah ok, voilà. Voilà ce que vous avez envoyé, d'accord. Et en fait, pour calculer ça bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux axes que l'on a, quand on part ici, il faut partir vers les plus proches voisins. Donc soit on part par là, soit on part par ici. Et pour avoir un calcul de 4, vous avez fait un pas, deux pas. Et ça, c'est un peu de la triche parce que vous avez sauté ici, là. C'est pas le plus proche voisin ici. Donc vous avez dit, voilà, c'est 4 parce que j'ai deux pas entre là et là. Et c'est pas la bonne réponse, ça. Il faut passer par les plus proches voisins de notre pont à merle. Donc, du coup, il faut prendre deux pas sur un axe et un pas sur l'autre axe. Donc h égale 2, k égale 1, ça nous donne 4 plus 2 plus 1, le numéro t égale 7 pour cette particule. D'accord. Donc quand on choisit où on va aller, il faut prendre les caps sommaires les plus proches voisins. D'accord. Ok, donc voilà pour les capsides icosahèdriques et le numéro T. Et voilà, je me disais bien que j'avais fait d'autres trucs. Donc il me reste une dizaine de minutes, donc je vais juste faire les systèmes de production et de purification et on s'arrêtera là. Donc là on passe vers la partie technique en virologie. Donc pour n'importe quel travail expérimental en virologie, on a besoin de pouvoir produire et faire pousser notre virus sur quelque chose. Et les premiers systèmes étaient basés sur l'infection des organismes entiers par des virus. Donc par exemple, dans les années, dans le 19e siècle, Pasteur a pu cultiver le virus de la rage en passant d'un cerveau de lapin à un autre cerveau de lapin. Donc il a pu le propager d'un animal à un autre. Très dangereuse comme manip, il faut admettre. Et pareil, pas mal des travaux initiaux chez les virus des plantes étaient effectués en prenant de la matière infectée et l'inoculant directement sur notre plante. Donc on fait des passages directs sur l'organisme en entier. Ça c'est quand même quelque chose d'utile à faire lorsqu'on veut comprendre les effets d'un virus en pathologie dans un système d'un organisme en entier. Donc on veut comprendre la pathologie, donc on va inoculer le virus sur un organisme en entier. Un animal, souvent la souris, ou chez les plantes pour les virus des plantes. Un autre système de production qui était extrêmement utile et toujours utilisé, ce sont des œufs embryonnés. Donc ça c'est un organisme en entier quand même. Et c'est ce qui est utilisé pour préparer certains vaccins, comme par exemple le vaccin contre la fièvre jaune, est toujours produit en faisant pousser la souche vaccinale sur des œufs embryonnés. Et c'est toujours utilisé comme un système de production pour certains vaccins contre la grippe saisonnière. Donc tout ça utile dans certains contextes, mais si on veut comprendre précisément ce qui se passe, comment fait le virus pour se répliquer, les systèmes d'organismes entiers sont trop complexes. Donc il faut avoir un système plus simple pour comprendre les processus fondamentaux de la réplication virale. Et les premiers virus pour lesquels c'était possible, c'était les bactériophages, les virus infectant des bactéries. Donc on commençait à étudier la réplication virale dans le système simple de bactériophages infectant des bactéries parce qu'on savait déjà cultiver des bactéries. Donc quelques principes de base en virologie ont été établis d'abord chez les bactériophages. Et pour les virus infectant des animaux et infectant des plantes, il a fallu développer d'abord la culture cellulaire pour pouvoir ensuite étudier la réplication virale en culture cellulaire.
Donc ça a vraiment commencé dans dès les années 1940. Et un des premiers virus à être cultivé en culture cellulaire, c'était le virus contre le virus poliomyélitique. Et c'est la disponibilité d'un système de culture cellulaire pour ce virus qui a permis la mise au point du vaccin anti-poliomyélitique. Avant, on ne pouvait pas vraiment le faire. Donc à partir de la mise en place de la culture cellulaire, les années 50-60, c'était un peu l'âge d'or de la découverte de nouveaux virus, parce qu'on pouvait les isoler en culture cellulaire. Ok, donc on a un système de production de notre virus. On va prendre un échantillon, on va l'inoculer sur des cellules. Nos cellules vont être infectées, vont crever. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est de purifier nos particules virales à partir de ce mélange de cellules éclatées. Et le système classique, c'est peut-être d'abord de faire une étape de filtration pour éliminer des gros déchets cellulaires, éliminer des organites et des choses comme ça. Et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est une sorte de un extrait ou un LISA ou un homogénat comprenant des protéines solubles qui viennent de la cellule infectée et des particules virales. Ce que l'on veut faire, c'est de les séparer. Et la technique classique pour cela, c'est l'ultracentrifugation sur gradient, soit de sucrose, de chlorure de césium ou dioxyxanol. Donc ce sont des solutions qui donnent, enfin des molécules qui donnent en solution, donnent des liquides avec une densité supérieure à 1. Donc on peut fabriquer un gradient de densité avec des concentrations de plus en plus élevées vers le bas de nos différents molécules ici. Donc plus c'est concentré, plus la solution est dense. Donc on met les différentes couches de notre gradient les unes sur les autres. Ça va nous donner un gradient ici de densité. On met en haut notre extrait cellulaire qui contient des protéines solubles et des particules virales. On met dans l'ultracentrifugeuse, souvent on la laisse tourner toute la nuit. Et petit à petit, les différentes molécules dans notre LISA vont sédimenter et vont se concentrer à une zone à laquelle la densité du gradient est égale à la densité de la particule. Donc les protéines solubles vont rester en haut et les particules virales vont former un anneau quelque part dans le gradient. Et ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça c'est un gradient que j'ai fait au labo avec nos particules de polyomavirus. Cette fois-ci ce sont des protéines de capside marquées avec un marqueur fluorescent qui permet de les visualiser. Et là si vous voyez bien, j'ai deux anneaux dans mon gradient. Et l'anneau au-dessus, ça va être des capsides vides, sans ADN à l'intérieur. Et avec de l'ADN à l'intérieur, ici c'est l'anneau inférieur qui est plus dense parce qu'il n'y a plus de matière à l'intérieur de la particule. Ok, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis on enchaînera sur les techniques. C'est quand est-ce qu'on se revoit? Mercredi, c'est ça?